Bonjour à tous et bienvenue dans Tribune VIP, votre rendez-vous qui vous propose des entretiens avec les personnalités les plus importantes du sport national. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du président de l'un des clubs les plus importants du pays, basé ici à Rabat, dans la capitale. Nous sommes avec Hamza Hadjoui, président du FUS de Rabat. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation et bienvenue à Rabat. Nous allons parler mercato. Donc, qu'est-ce que le FUS a fait cet été? Il y a eu des ventes, il y a eu des achats. Est-ce que vous pouvez nous résumer la situation globale? Très bien. Donc, au fait, le mercato a été assez intéressant pour nous cette année. On a eu la vente d'un certain nombre de joueurs, enfin le départ d'un certain nombre de joueurs du club. Compte tenu de notre stratégie, alors juste j'ouvre la parenthèse de la stratégie du club, comme vous savez c'est un club qui est basé sur la formation. Qui dit formation dit qu'à un moment donné il faut bien que les joueurs qu'on forme montent jouer en équipe première. Ça a commencé un petit peu l'année dernière, ça a continué encore ça va continuer encore Inch'Allah l'année prochaine. Et donc de ce fait-là, d'une manière mécanique, quand il y a beaucoup plus d'équipes de jeunes qui arrivent du centre de formation vers l'équipe première, forcément, on aura un petit peu moins besoin de joueurs qui viennent de l'extérieur du club. Donc, de ce fait-là, nous avons libéré à peu près quelque chose comme 7 à 8 joueurs plus exactement, parce que bon, le mercato n'est pas encore fini, donc il y a toujours des mouvements qui vont se faire. Et nous avons recruté d'une manière avec un contrat, avec des joueurs en fin de contrat, libre de tout contrat, je veux dire, 3 joueurs. Nous avons été très actifs sur la ligne d'attaque. Là où on pense que nous avons un certain nombre de besoins. Nous avons recruté Mohamed Anis Salto, donc l'avant-centre de l'équipe libyenne, un gaillard d'1m95, donc il va être décisif dans la surface de réparation de l'ensemble des équipes, Inch'Allah, on l'espère. Nous avons recruté également en attaque Cédric Kodjo qui nous vient du Wydad de Fès, qui est également latéral, en attaque. Et puis également, nous avons recruté Reda Lajouj, donc le buteur de l'Olympique de Khoribga, qui nous vient également, qui est venu en fin de contrat vers le FUS. Donc voici au niveau des recrutements. Et sur certains postes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une véritable stratégie. Et puis, notre stratégie arrive aujourd'hui, cette année-là, vers un véritable tournant. Ce tournant, c'est que nous allons mettre sur un certain nombre de postes des jeunes, pratiquement en doublon, parce qu'au fait, l'année dernière ou les années d'avant, avec l'ancien entraîneur, c'est Walid El Gragui, on était en doublon par rapport à des joueurs confirmés et derrière des joueurs du centre de formation. Sur certains postes, cette année, on sera sur certains postes que des joueurs du centre de formation, je pense en l'occurrence pour le milieu de terrain et puis à gauche et à droite au niveau de la défense. De ce fait-là, nous engageons ce nouveau virage que je considère comme étant extrêmement important, décisif. Puis il faut un peu de courage pour le faire. Très sincèrement, je salue le fair play, je ne parle pas de fair play, mais en tout cas la volonté également du staff technique, Mustafa Al-Khelfi, d'avoir épousé cette stratégie avec nous. Et donc l'année prochaine, nous allons voir une équipe du FUS pratiquement avec une moyenne d'âge autour de 23 ans. Donc ce qui est relativement bas dans le championnat national et même dans le championnat européen. Avec cela, il y a eu quelques départs vers l'Europe, il y a eu un seul départ vers l'Europe, on va dire 2, mais en tout cas un seul qui est visible, c'est celui de Badamoussi, qui est parti jouer à Courtrai à partir de cette année. Et puis il y a Oussama Falouh, qui est un jeune joueur milieu terrain qui nous vient de l'Académie Mohamed VI et qui est venu chez nous il y a 1 an et qui a tapé dans l'œil d'Angers et qui aujourd'hui joue dans la réserve d'Angers dans le cadre de véritablement un projet pour ce joueur. Voilà un petit peu les grandes lignes du mercato. Malheureusement pas grand chose, plus que ce que j'ai dit là, mais en tout cas une véritable volonté d'asseoir notre stratégie en termes de construction de notre équipe première qui est sur la base de la formation et puis les joueurs qui sont prêts et presque prêts à jouer dans l'équipe première au niveau du centre de formation. Et c'est un peu l'aboutissement de cette stratégie cette année. Et c'est un virage extrêmement important, espérons le passer dans de bonnes conditions, Inch'Allah. Monsieur Hadjoui, nous parlons mercato. Votre club est connu pour être le champion du Maroc de la plus-value. Vous repérez les diamants bruts, vous les polissez et après vous les revendez à des taux intéressants. On pense un peu à Naïf Aguerd par exemple, quelqu'un qui brille, qui joue la Ligue des Champions, qui joue dans un club qui est dans le top 3 de la Ligue 1.
Comment ça se fait? Comment est-ce que ce club, le FUS, s'est transformé en un champion de la plus-value? Alors, il y a mieux, franchement, en toute sincérité, c'est pas de la fausse modestie, mais il y a beaucoup mieux même au Maroc. Je n'ai pas envie de les citer parce que c'est pas le moment ni le lieu, mais en tout cas, il y a mieux. Il y a des clubs, entre autres Casablanca, qui ont fait des plus-values beaucoup plus importantes que nous sur un certain nombre de joueurs qui ont été acquis avec des sommes relativement basses. Non, le maître mot, je pense, c'est patience. On est peut-être les champions du monde de la patience. C'est-à-dire, on attend que les choses arrivent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, à un moment donné, il faut oser mettre sur certains postes des jeunes joueurs, même dans des postes à responsabilité. Quand on parle d'un 6, d'un milieu de terrain, on va être un petit peu technique, mais quand on parle d'un milieu de terrain en 6, c'est-à-dire un milieu de terrain défensif qui calme le jeu, qui est un petit peu orienté, c'est un peu le pivot, pas comme le pivot au basket, pas au basketteur, mais en tout cas, quand on parle d'un 6, c'est le poste qu'avait Skouman, Ayoub. Ayoub, on sait les bienfaits qu'il a fait à notre équipe, la manière avec laquelle, effectivement, sa carrière a été relancée au niveau du FUS et qu'aujourd'hui il est reparti au Wydad. Bon, on lui souhaite franchement une très bonne continuation parce que c'est un garçon qu'on apprécie beaucoup, qu'on a beaucoup apprécié chez nous et que à un moment donné c'est le marché des transferts, on ne peut pas faire autrement. Il a fini son contrat, il est parti à son club d'origine, on lui souhaite le meilleur. Mais en tout cas, quand on parle d'un poste comme celui-là, cette année, en fait, celui qui va prendre ce poste-là à plein bras, c'est Moubarik qui est un jeune joueur du centre de formation qui a moins de 20 ans. Donc au fait, on prend le risque sur un certain nombre de joueurs et puis à un moment donné, au fait, on sait très très bien qu'il y a un plafond de verre en termes de prix au Maroc, on le sait. On sait très très bien qu'au fait, on ne peut pas dépasser, en tout cas pour des jeunes joueurs de moins de 21 ans ou de moins de 22 ans, c'est très difficile de dépasser les 1,5 million d'euros, enfin les 15 millions de dirhams ou les 20 millions de dirhams. C'est effectivement, à un moment donné, on sait que le joueur arrive à maturité et qu'il est capable, de se permettre, sa carrière doit exploser de par ailleurs, et puis que le club profite un petit peu de la situation pour pouvoir développer encore plus. Ceci étant dit, le cas de Naïf par exemple, Naïf est resté chez nous quand même 3 ans. Il a été champion avec nous, il a gagné une Coupe du Trône avec nous, donc forcément... Vous comprenez son ascension fulgurante? Tout à fait. C'est-à-dire c'est prévisible et même je dirais que certains joueurs chez nous sont dans le même état d'esprit, ils suivent sa voie. Très sincèrement, ce n'est pas la peine de les citer parce qu'ils vont prendre la grosse tête, mais c'est normal, ils sont jeunes, c'est tout à fait normal de croire. Mais en tout cas, il y en a 3 ou 4 aujourd'hui en équipe première qui sont dans la même voie que Naïf, pour la simple raison que Naïf Aguelad est un joueur exemplaire en termes de comportement. Encore une fois, j'ouvre une petite parenthèse sur les recrutements. Les recrutements qu'on fait, ce sont certes des recrutements techniques, mais des recrutements de personnes. Je peux vous dire qu'avant qu'il soit recruté, il passe chez moi et j'essaie de jauger la capacité de ces joueurs-là à pouvoir nous accompagner dans notre projet. Parce que nous avons des jeunes joueurs, il faut qu'ils soient accompagnés de joueurs, je ne dirais pas vétérans, mais expérimentés. Un joueur de 27 ans, 28 ans, un Reda Rouge est un joueur expérimenté qui pourrait donner à un jeune joueur dans ce poste-là beaucoup de conseils. Donc forcément, nos recrutements, il y a la partie technique, mais la partie humaine est extrêmement importante. Nous avons compris qu'il est important de rallier les deux. On peut avoir un très bon technicien, mais qui est exécrable sur le terrain et exécrable dans les vestiaires. Donc forcément, on n'est pas dans cette optique de former. Donc on a vraiment cette exigence-là, et je ferme la parenthèse, et je ferme la parenthèse au niveau du recrutement. Mais en tout cas, concernant Naïf, on lui prédisait cet avenir parce que tout simplement, il a l'humilité, premièrement de l'homme, et le travail. Naïf Aguelad est un bachelier. Naïf Aguelad a fait le choix de l'université jusqu'au DUG ou jusqu'à la licence. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même une volonté d'arriver, une volonté de travailler pour y arriver. Et il a la tête sur les épaules. Donc forcément, on ne peut que voir en lui, franchement, l'avenir de la défense de l'équipe nationale. Vous avez vu sur le dernier match, il était très très bon. Très bon. Il a été quand même à la hauteur de la mission qu'on lui a confiée, que le coach lui a confiée. Et donc forcément, on est sur cette optique-là, sur un certain nombre de joueurs pour qu'ils puissent suivre cet exemple-là. Et encore en plus, ce que je vais rajouter également, et à juste titre, c'est que quand on a des success stories comme ça nous sert beaucoup.
Ça nous sert beaucoup pour motiver nos jeunes. Voilà. Monsieur Hedjoui, la Botola 2020-2021 arrive à grands pas. Quelles sont vos ambitions et vos attentes? Écoutez, je vais rester, on ne change pas une équipe qui gagne, je vais rester sur les mêmes... vous savez, les footballeurs sont toujours assez... ils répètent tout, enfin, quand ça marche, ils répètent toujours la même chose. Hein, n'est-ce pas? Donc j'ai dit la même chose l'année dernière. Ce matin, en y pensant, je me disais, bon, j'ai dit la même chose, c'est-à-dire je voulais effectivement qu'on soit parmi les 5 premiers. D'accord? Sauf que l'année dernière, j'étais avec une chemise blanche, aujourd'hui, je suis avec une chemise bleue. Je me dis, bon, il y a quelque chose qui va se passer, peut-être. Bon, enfin, bref, on ne va pas être suspicieux à ce point-là. Mais en tout cas, non, plus sérieusement, les 5 premiers, ça serait très, très bien, parce qu'aujourd'hui, on a véritablement un virage. Très sincèrement, j'insiste sur ce virage-là. Et j'insiste et je remercie les cadres techniques qui sont à la tête de l'équipe première, hein, c'est Mostafa Khrefi et ses équipes. Très sincèrement, objectivement. Parce qu'il faut être courageux pour le faire. Il faut le mentionner, il faut être courageux pour mettre des jeunes joueurs de moins de 20 ans dans des postes de responsabilité au niveau d'une équipe. Et ça, aujourd'hui, on a pris cette décision-là de le faire parce qu'on estime que ce sont des joueurs qui ont montré leur capacité sur la fin de la saison de l'année dernière. Et de ce fait-là, je veux dire, ils ont pratiquement plus rien à prouver. Ils ont à prouver plus. Donc, on ambitionne d'être parmi les 5 premiers. Bien évidemment, si on est 5e, on sera content. Si on est 4e, on sera très content. Si on est 3e, on serait heureux. 2e, très heureux. Et puis, bien évidemment, si on est champion, ça, je ne vous dis pas l'expression. Vous avez l'Afrique en ligne de mire? Très sincèrement, cette année, on l'a raté de peu. Je croyais même que quand Berkane avait eu, la RSB avait décroché la Coupe de la CAF, on avait la possibilité. Mais les textes de la CAF, voilà, non, les textes de la CAF sont applicables que l'année prochaine. Il y a des textes qui sont applicables qu'en 2020-2021. C'est là effectivement où le détenteur de la Coupe de la CAF serait, je dis bien serait, je ne suis pas vraiment au fait par rapport au texte, serait en Ligue des Champions. Moi, je pensais que c'était dès cette année. Donc, malheureusement, on l'a raté de peu, mais bon, il y a la Coupe arabe éventuellement. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que c'est la meilleure place qu'on ait eue depuis qu'on a été champion. Après la place qu'on a eue l'année d'après, on a été champion. Donc, en fait, c'est quand même pas mal. Monsieur Hedjoui, vous êtes également vice-président de la Fédération royale marocaine de football, la FRMF. Comment est-ce que vous jugez globalement la gestion de la crise du coronavirus? Écoutez, avec beaucoup de sérénité, beaucoup de responsabilité et de courage. J'insiste sur la responsabilité et le courage. Parce qu'à un moment donné, à titre personnel, en étant vice-président de M. Fawzi El-Kherja, de M. le Président de la Fédération royale marocaine de football, on a beaucoup discuté sur, je me rappelle, la reprise, comment cette reprise allait se faire. Et beaucoup de discussions très fournies, parce qu'effectivement, il fallait décider de la manière avec laquelle. Et il est très, très responsable et très courageux, parce qu'il fallait qu'on reprenne. À un moment donné, il faut être sincère, il faut absolument qu'on reprenne. C'est-à-dire, imaginons qu'on n'ait pas repris. La situation épidémiologique est toujours la même. La situation sur le front du Covid est toujours la même. Donc forcément, on n'aurait rien gagné. Aujourd'hui, on a gagné une expérience. C'est-à-dire, on a repris avec des tests, avec des joueurs qui ont le Covid, avec la manière avec laquelle on gère un match. Et tout ça, c'est de l'expérience. Et là, on va reprendre en étant... Aucun club ne sera... tout le monde sait sur quoi on va aller. Donc forcément, c'est une expérience qu'on a acquis. Donc on a été, à mon sens, très réaliste, réactif aussi, parce qu'il fallait à un moment donné, dès qu'on a commencé à entrevoir le déconfinement, il fallait faire ce qu'il fallait. D'ailleurs, la commission médico-technique, on va dire, ou technico-médicale plutôt, je l'avais présidée sous les ordres du président El-Kherja, qui m'avait demandé d'arbitrer dans cette commission pour donner les conditions de reprise, les conditions sanitaires, les conditions logistiques, les conditions organisationnelles de reprise. Et franchement, je suis vraiment fier qu'on ait fini. Sincèrement, tard, on a fini. Et là, on va reprendre. Donc, en fait, la vie continue. Et c'est l'image ou l'idée qu'on voulait laisser paraître à travers cette... Et vous donnez l'exemple au niveau continental? Complètement. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs plutôt de pays qui se sont dit, de toute façon, l'homme est plus important que tout le reste. Oui, on est d'accord. C'est pour ça que je dis responsabilité et courage.
premièrement, la responsabilité des staffs, des joueurs. S'il y en a un qui est malade, s'il y a un problème quelque part, effectivement, on isole, on fait le nécessaire, on prévient, on fait de la prévention. Tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Après, il faut continuer, la vie continue. C'est-à-dire qu'il faut continuer en étant responsable face à cette épidémie. Monsieur Hadjoui, qu'en est-il des finances des clubs? Comment peuvent-ils envisager le lendemain de la crise financière? C'est très délicat. La vérité, c'est une bonne question. Moi, je suis assez gêné pour en parler, parce que tout simplement, je ne connais pas un peu la situation financière de l'ensemble des clubs. En ce qui me concerne, c'est une situation qui est tenable, très tenable. Nous avons la réduction budgétaire. Je réduis la masse salariale du club, va être réduite à peu près de 20%, un peu plus, un peu moins de 20%. Mais c'est pour des raisons encore plus stratégiques. D'accord, on n'est pas sur des... Enfin, bien évidemment, il y a le Covid qui est passé par là, mais qui est passé par là, on est bien d'accord. Mais au-delà, je pense que c'est une volonté, c'est voulu qu'on réduise de 20%, c'est-à-dire parce que c'est une stratégie de faire monter nos jeunes joueurs et donc d'alléger par rapport aux gros contrats qu'on avait, les joueurs qui avaient des gros contrats qui sont partis ailleurs. Pour le reste des clubs, je pense qu'il y a eu beaucoup d'aide de la part de la fédération, beaucoup d'incitations pour effectivement d'aller de l'avant. Mais nous voyons d'ores et déjà que même le marché des transferts, on n'est pas dans des choses énormes dont on parlait les autres années. Il y avait des sommes particulièrement élevées qu'on entendait dans la presse ou ailleurs ou dans la réalité. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, les choses sont un petit peu plus raisonnables. Mais en tout cas, ce que je sais sur la partie financière, c'est que la direction du contrôle-gestion, c'est comme ça qu'on l'appelle, je pense, la direction du contrôle-gestion au niveau de la Fédération royale marocaine de football, qui est donc présidée, cette direction par Si Abdelaziz Talbi, avec sa grande expérience, fait un travail énorme à ce niveau-là pour accompagner les clubs, premièrement, dans la mise en place de la société anonyme, parce que là, c'est des choses qui sont, ça y est, c'est imminent, on est d'accord. Et puis deuxièmement, d'accompagner les clubs dans la marche vers l'équilibre, vers la bonne gestion, vers la bonne gouvernance. Et tout passe par la finance. Je veux dire, le nerf de la guerre, on est bien d'accord, c'est l'argent. Donc de ce fait-là, moi je dirais que c'est un peu... Je ne peux pas vraiment répondre à votre question parce que je n'ai pas des éléments concernant les clubs, mais concernant la finance des clubs en général, ce que je peux dire, c'est que toutes les instances fédérales sont là pour aider, pour accompagner, pouvoir aller vers quelque chose de meilleur, parce que si on passe à l'ASA, c'est plus de transparence, une meilleure gouvernance, etc. etc. Monsieur Hadjoui, pour conclure, le président de la Fédération royale marocaine de football, Sifossi El Kouja, a présenté sa candidature donc, pour un poste au sein de la FIFA. Est-ce que le football marocain est uni derrière cette candidature? Complètement, on ne peut qu'être uni. Je veux dire, j'ai exprimé à plusieurs reprises ma satisfaction et mon engagement par rapport à cette candidature. On ne candidate pas forcément que pour M. Fawzi Erja, on candidate pour le Maroc. Et on est bien heureux que ce soit lui qui nous représente aussi, parce qu'il a fait beaucoup pour le football national, en tant que président de la fédération, en tant que troisième vice-président ou deuxième vice-président de la Confédération africaine de football. La candidature 2026, on a vu comment effectivement il s'en est allé. Je pense que c'est que justice qu'une personnalité comme lui soit au sein d'une institution internationale. De plus est, il s'agit d'une première, c'est la première fois qu'un Marocain siégera, Inch'Allah, au niveau de cette instance fédérale, de cette instance footballistique. Et je rajouterai également que c'est un élément qui nous manquait. Pour avoir fait la campagne 2026 de près, et dans l'intimité des prises de décision, je peux vous dire que un siège à la FIFA nous aurait fait beaucoup de bien en termes d'influence et en termes d'influence de prise de décision. C'est important qu'on ait quelqu'un au niveau de la FIFA. Et puis permettez-moi, si vous permettez, sur cet élément par rapport aux institutions internationales, que ce soit la FIFA, que ce soit la CAF, il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher. Il faut être là tout le temps. Parce qu'il est important d'être présent, tel ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui. Moi-même, je suis membre d'une commission au niveau de la CAF. Je suis membre de la commission du championnat d'Afrique des Nations.
d'ailleurs qui va se faire dans un mois et demi, enfin dans 2 mois on va dire à peu près, au Cameroun, à Yaoundé et Douala. C'est vrai que c'est effectivement ce genre de commission, c'est des réunions un petit peu particulières, c'est des réunions, il faut aller très très loin, mais il faut donner ça à personne, il faut y aller, il faut être présent. Quand on est dans une commission pareille, quand on représente notre pays, il ne faut rien lâcher. Très sincèrement, il ne faut rien lâcher. C'est ma devise, et c'est, je pense, la devise également du président de la fédération, M. Fawzi Rja. D'ailleurs, c'est bien évidemment sur sa proposition qu'effectivement je suis arrivé à être dans cette commission du CHAN. Et donc, les institutions internationales, il faut y être, il faut se représenter, il faut dire notre avis, montrer notre voix. Et de cette manière-là, on va avancer sur énormément, disons, de points importants au niveau de notre football national. Donc, on a eu donc le plaisir d'être reçu donc à Douala, au Cameroun. On ne pouvait pas jouer à Bangui pour des raisons sécuritaires. Et donc, nous avons été reçus par la fédération camerounaise avec son président, que je remercie d'ailleurs de la manière avec laquelle il nous a reçus. Et j'ai eu donc le droit de faire un peu la tournée des Ducs. On a vu un petit peu ce qui se passait au niveau de Douala sur le plan des préparatifs. Et très sincèrement, j'ai été bluffé par la qualité de leur stade. Très très beau stade. Il y a un stade qui n'a pas été encore inauguré, le stade de Japoma, donc à Douala. Ce n'est pas le stade où l'équipe nationale va jouer. L'équipe nationale va jouer le stade de la réunification. Là où l'équipe nationale a joué. Là où l'équipe nationale a joué, qui est un stade dans lequel j'avais joué, enfin l'équipe du FUS avait joué en 2013. Et je ne l'ai pas reconnu, pour être très sincère. Très très bien fait, les accès, la manière avec laquelle il a été fait. En tout cas, je pense qu'au niveau des stades, ils sont tout à fait prêts. Ils sont prêts pour le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations de janvier prochain, Inch'Allah. Et également, je pense qu'ils vont être prêts pour la CAN, parce qu'ils vont avoir la CAN une année après. Il y a vraiment un vrai bond en avant par rapport à la manière avec laquelle, effectivement, ils ont préparé la compétition. Mais en tout cas, que de belles choses, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Hadji, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Tribune VIP.